À Paris, c'est une belle soirée d'été indien. Nous sommes le 13 novembre 2015 et au Bataclan, Eagles of Death Metal est à l'affiche. Du rock qui déménage. Le concert démarre avec un son de guitare de Dave Catching, le guitariste, qui fend l'atmosphère et la foule est en délire, quoi. Mais David était au mauvais endroit, au mauvais moment. 3 terroristes vont faire de cette fête un carnage. Et on commence à entendre les cris dans la fosse et de voir cette espèce de vague, de domino, de toute la fosse se couche. 1500 personnes sont massées dans la salle de spectacle, dans la fosse et au balcon. Pour ces spectateurs, le Bataclan se transforme en un gigantesque piège dont il faut sortir à tout prix. Je vois une espèce de foule qui sort en fait du Bataclan et des coups de feu qui s'en suivent. Alors que certains parviennent à s'enfuir, pour des dizaines de spectateurs, il est déjà trop tard. Des citoyens ordinaires sont pris au piège de ces événements extraordinaires. Pour eux, c'est le début d'un combat pour la vie. David est l'un d'eux. Il va rester 3 heures dans cet enfer, pris en otage dans un couloir. Et je me retrouve avec le terroriste qui me braque et il me dit fais pas le héros, je viens de tuer 100 personnes, tu feras pas la différence. Sébastien, lui, était dans la fosse. En cherchant la sortie, il se retrouve suspendu dans le vide quand les cris d'une femme lui parviennent. À ce moment-là, je suis accroché plus haut qu'elle, et elle est en contrebas sur le rebord de la fenêtre. Sébastien fait un choix héroïque, au mépris du danger. Je voyais aucune autre solution que de la ramener dans le Bataclan. Nicolas et Émilie, un couple d'amoureux, tentent de rejoindre les toits pour se cacher, mais ils se retrouvent coincés dans une loge. Et on s'agglutine dans cette petite pièce-là à 30 ou 40. Et là, je me dis, il faut que je revoie mes enfants et j'avais peur de ne pas les revoir. Ils peuvent pas être orphelins, c'est pas possible. Nicolas, Stéphane, Arthur, Émilie, Victor, Marie, Sébastien et David ont vu leur destin basculer le 13 novembre 2015. Et je comprends en effet que je suis complètement pris au piège et je suis leur otage. Les survivants du Bataclan racontent les choix qui les ont sauvés. Voici leurs histoires. Nous sommes le vendredi 13 novembre 2015. Le journal vous est présenté par Bernadette Chamonas. Bonjour Bernadette. Le vendredi 13, j'ai rendez-vous à 18h30 devant le Bataclan avec mon ami Guillaume qui m'a invité. Et avant de partir, mon père m'interpelle et me demande où est-ce que je vais. Une belle soirée commencée par un verre entre copains. Rock'n'roll. Voilà, rock'n'roll. Mais David ne peut pas s'empêcher de penser aux paroles prémonitoires de son père. Mon père m'attrape le bras et il me serre fort en me parlant dans l'oreille et il me dit « Tu sais, mon fils, personne ne te volera ton âme. » Et donc, sur le coup, je comprends pas trop, mais voilà, j'accepte ces mots et je m'en vais, quoi. Émilie et Nicolas ont alors tous deux 35 ans. Ils aiment la campagne et le rock, surtout quand ils cognent dur. Si le concert s'annonce bon, ils sont prêts à rejoindre la capitale. C'est les provinciaux qui montent à Paris, donc il fait beau en plus. Je n'aime pas Paris, vraiment, c'est pas une ville qui m'attire. Mais là, le ciel est bleu. On est sur les quais, on est en bagnole, mais on baisse la vitre parce qu'on passe devant la Tour Eiffel. Je la prends en photo.
Et une belle soirée s'annonce, du coup, en amoureux. À 40 ans, Marie, Titi parisienne, est une fan de rock. Une véritable groupie. Mon slogan de la journée, c'est « Are you ready to rock ?» Vraiment. Des allures de pagode chinoise, le Bataclan, le repère d'un Paris libre, est un temple du rock'n'roll. Un rez-de-chaussée avec son bar et la fosse, là où on peut danser face à la scène et à l'orchestre. À l'étage, des balcons, où pour les plus sages, on assiste au concert assis sur le velours rouge des fauteuils. Chaude et bruyante, rugissante et joyeuse, la salle du Bataclan peut accueillir 1500 spectateurs. Et on rentre dans le Bataclan avec l'envie de prendre une bière. Et au moment où on récupère nos bières, il y a toujours ce moment où on décide où est-ce qu'on va aller. Guillaume me dit non, on va faire les papilles, on va s'installer au balcon et on va passer la soirée là, quoi. J'ai envie de m'éclater. Je sais que le concert va être super bon. J'ai envie d'aller dans la fosse, j'ai envie de sauter, j'ai envie d'être dans les premiers rangs. D'en profiter à fond. Nicolas, je savais qu'il voulait aller dans la fosse. Mais moi, j'avais pas vraiment le courage d'y aller. J'étais assez fatiguée. J'ai dit, j'aimerais bien qu'on aille plutôt s'asseoir. Je vais boire une bière, je vais prendre une grosse pinte, et puis je vais me mettre devant la scène et je vais plus bouger. Au Bataclan, c'est dans la fosse que t'as vraiment un bon son. Et donc c'était vraiment ça l'idée. Et donc j'ai pris ma bière et je suis allé me poser dans la fosse pour la première partie. Arthur et Sébastien, en vrais amateurs de rock, ont choisi la fosse. Ils ne le savent pas encore, mais ils ont fait le pire des choix. Un choix mortel. Ah non, j'ai envie d'aller au balcon. Donc dans ces cas-là, le mari suit la femme. Faut jamais contredire sa femme. Et ben donc on prend l'escalier, on monte au balcon. Et quand on arrive à l'étage, comme je suis droitière, pour moi c'est toujours à droite. Donc on va à droite. Voilà pourquoi on est allé à droite. Moi, je vais monter au balcon parce qu'avec mon 1m56, la fosse, j'y vais jamais. Je vais jamais dans la fosse, en fait. Moi, je me mets toujours au balcon. La salle est noire de monde. David, Marie, Victor, Stéphane, Nicolas et Émilie ont choisi la vue et le confort des fauteuils des balcons à l'étage. Un choix qui va leur sauver la vie. Juste avant que les Eagles rentrent en scène, en fait, je tourne la tête comme je suis en train de jauger un peu les gens qui constituent le public. Je tourne la tête à ma droite et je remarque un jeune qui se roule un pétard, quoi, clairement. Hein. Donc voilà, bon, c'est pas... Tout est calme. Je me dis, vas-y, c'est calme. Je vais en profiter pour me rouler un petit rigolo. Comme ça, je fume en sortant du concert. Un rigolo, c'est un joint. Et un rigolo, ça fait rire. C'est la première fois que Victor accepte de parler, comme pour une thérapie inachevée, 5 ans après le drame. Serveur dans un restaurant, il avait alors 23 ans. Donc, très bien, baquet, la bière, prêt pour un super concert. L'ambiance est assez électrique déjà. Je pense que le public est plutôt chaud. Tout le monde danse. Dans la fosse, les gens se bousculent un peu. C'est un des meilleurs concerts que j'ai fait depuis très très longtemps. Voire un des meilleurs concerts tout court. Ça démarre bien, ouais. Ouais. Je bouge beaucoup sur mon siège. J'ai beau être assise, je suis jamais immobile, quoi. Donc là, on est assis au premier rang du balcon, on a la rambarde juste en face de nous, à 50 cm de nous. Et donc moi, je suis sur mon siège en train de faire comme ça. Il va se prendre la barre dans la tête. Donc je lui dis, fais attention. Tu vas te cogner, tu vas te faire mal. Durant les 4 premières chansons, je pense à mon père, et donc ces mots qui me reviennent un peu. Et comme à chaque fois que je vais à un concert de rock, je lui envoie une vidéo. C'est une tradition que j'ai, parce que c'est lui qui m'a initié au rock. Et c'est là où je vois une succession de messages de mon père qui me dit mon fils, fais attention, fusillade à Paris. Le président est parti du Stade de France.
Voilà, je vois des messages comme ça et ça me fait un choc et en même temps je me dis c'est quand même bizarre quoi, sans vraiment trop me rendre compte. Transporté par le concert, David, dans sa bulle, n'a pas encore compris que son père, par ce message, tente de l'alerter, que la terreur et la mort circulent dans Paris. Tout commence vers 20h50, quand une Clio dépose Bilal Hadfi et 2 Irakiens, tous âgés de 20 ans et équipés de ceintures explosives, aux abords du Stade de France. À 21h16, le premier kamikaze se fait sauter devant la porte D, tuant un passant. La première victime d'une nuit d'horreur. Un sinistre décompte qui se met inexorablement en marche. À 21h24, d'une Seat Léon noire débarquent des assaillants armés de Kalachnikov. En 2 minutes, une centaine de balles pulvérisent les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge. Le bilan est de 15 morts et de 10 blessés en urgence absolue. Puis les terroristes font feu. À 21h26 au bar La Bonne Bière, 5 personnes sont tuées dans l'instant, 8 autres sont grièvement blessées. La Seat poursuit sa course assassine et à 21h36, Abdelhamid Abaoud, Brahim Abdeslam et Shakib Akroum s'arrêtent face au restaurant La Belle Équipe. Ils massacrent 19 personnes. Enfin, à 21h40, le kamikaze Brahim Abdeslam déclenche sa ceinture explosive à l'intérieur du café Le Comptoir Voltaire. 15 personnes sont blessées par l'explosion. À la même heure, au Bataclan, les Eagles of Death Metal ont entamé leur set. Les guitares rugissent et personne n'a pris conscience du danger. L'heure est encore à la musique et à la fête. Comme le concert a débuté de la meilleure des façons, Didi, le responsable de la sécurité, profite de cette soirée d'été indien à l'entrée de la salle, quand tout bascule. Tout d'un coup, j'entends des tirs, tout simplement. Je regarde à travers la vitre du Bataclan Café qui est collée à l'entrée du Bataclan. Je vois les terroristes tirer sur la terrasse du Bataclan Café et se diriger très rapidement sur l'entrée du Bataclan. Il est 21h47. Kalachnikov à la main. Ismaël Mostefai, Sami Amimour et Foued Mahamad tirent et avancent vers l'entrée du Bataclan. 3 personnes sont tuées. Malgré le danger, Didi, le responsable de la sécurité, choisit de retourner dans la salle pour prévenir son public. Arrive une chanson que j'aime bien en plus, qui est une de mes préférées du groupe, qui s'appelle Kiss the Devil, qui a un rythme de batterie assez soutenu, qui est très simple dans sa composition, mais c'est du rock péchu. Les tueurs sont dans la salle. Ils s'apprêtent à faire un carnage. Personne ne l'a compris. Personne, sauf Didi. Le morceau est en train de se finir, c'est les derniers accords de guitare. Et là, juste sur les derniers accords, on commence à entendre ce qu'au départ, on prend pour des crépitements ou des pétards. Et tout de suite, tout le monde se fige. Dans la chanson, j'entends les tac 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 et complètement hors du rythme en fait. Et c'est un son qui couvre la musique. Je commence à entendre des bruits de tirs, ce que je comprends tout de suite être des coups de feu. Parce que je joue aux jeux vidéo et je reconnais presque instantanément le bruit de la calache. Ma première pensée, c'est putain, il y a un con qui a rien trouvé de mieux que de balancer des pétards dans une fosse de concert. Je vois le groupe et là, je vois le groupe quitter la scène, quoi. Je vois le groupe en panique et potentiellement, il y a un danger, quoi. Et là, on entend ces bruits sourds en rafale. C'est pa, 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 qui continue. Et on voit Jesse Hughes en premier se barrer en courant. Et on commence
à entendre les cris dans la fosse et de voir cette espèce de vague, de domino, de toute la fosse se couche. Et là, on commence à comprendre que ce qui se passe en bas, c'est pas des pétards. Donc ça tire, je fais sortir donc les premières personnes dans les issues de secours des toilettes. Et moi, je suis rentré à l'intérieur pour essayer de faire la même chose aux issues de secours qui étaient postées à gauche en regardant la scène face à soi. Positionnés près du bar, les terroristes vident leurs chargeurs vers la fosse et vers la Seine. Didi, le responsable de la sécurité, a ouvert la première porte de secours qui donne sur le passage Saint-Pierre-Amelot. Un geste fort qui sauve la vie de centaines de spectateurs. N'écoutant que son courage, Didi retourne dans l'enfer pour essayer d'ouvrir les autres portes. Je rentre dans la salle et que je me retrouve piégé. Je me remets entre guillemets dans la gueule du loup. Je me retrouve bloqué à l'intérieur parce que les terroristes étaient déjà au niveau du bar, pratiquement, enfin au tout début. Donc j'ai dû plonger, moi, dans la fosse. Je me suis retrouvé dans la fosse avec une bonne partie du public. Et le bruit d'armes automatiques s'amplifie. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de rafales, il doit y avoir en fait plusieurs tireurs. Et ça fait partie des trucs dont je me souviens. Ce qui nous enveloppe tout de suite, c'est le son. C'est le bruit de la Kalachnikov, ces rafales, et pam, 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 en répétition. Et comme on est dans une salle de concert, ça amplifie. Le bruit est amplifié, ça devient vraiment un bruit lourd, sourd, ça cogne, c'est ignoble comme son, c'est horrible. C'est ça qui me hante, toujours. C'est ce son-là. C'est le son de l'enfer. Ils commençaient à recharger leurs armes et à parler entre eux. Je me suis dit que c'était peut-être le seul moment où je pouvais faire encore quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis levé. J'ai fait lever les gens qui étaient autour de moi et je criais « Sortez, sortez, sortez par là ». Alors que les tireurs rechargent leurs armes, Didi ouvre les portes du fond et entraîne avec lui une autre centaine de personnes. Les tirs reprennent, on se marche dessus, on se bouscule, on tombe. Et Arthur réussit, lui, à sortir du chaos. Là, en revanche, je suis sûr d'avoir rampé sur des gens qui étaient morts, parce que là, il y avait des corps qui avaient des positions extrêmement bizarres dans les escaliers et en bas des escaliers. Et j'arrive dans la rue. Une course pour la vie. Blessés et valides, tous se bousculent pour sortir. Une fuite sous les balles filmée de sa fenêtre par un voisin. Le piège s'est refermé. Il est trop tard pour redescendre des balcons. La mort attend en bas des escaliers. Alors, c'est en rampant que Nicolas et Émilie cherchent un lieu pour se cacher, pour s'abriter. À partir du moment où on est par terre, couché contre la rambarde, la seule chose en tête, c'est on survit. Donc pour survivre, il faut bouger. Parce que ça tire derrière nous. Et tout le monde rampe. Vers le fond de la salle. Vers le fond du balcon. Et on suit le mouvement. On a rampé, on s'est mis à quatre pattes, on a fait comme on a pu pour pas se faire voir. On avait tellement peur de se montrer, de se faire canarder. Et donc on s'est mis en file indienne, vraiment contre le mur. Et on avançait, des fois ça stoppait, sûrement à cause du flux de personnes. Nicolas et moi, on est ensemble, on reste ensemble. Hors de question qu'on se sépare. On se retrouve dans une petite pièce, une loge, qui doit faire, je sais pas, 15 mètres carrés, 20 mètres carrés. Et on s'agglutine dans cette petite pièce-là à 30 ou 40. Et là, je me dis, il faut que je revoie mes enfants. Et j'avais peur de ne pas les revoir. Et je lui disais, je voulais revoir mes enfants. Ils peuvent pas être orphelins, c'est pas possible. Marie, Stéphane et Victor, tétanisés par la peur, sont restés au balcon. Pour eux, il est déjà trop tard. Le piège s'est refermé. La mort est là, habillée de survêtements de sport et armée de Kalachnikov. Je me dis, en fait,
on est coincé, quoi. On est coincé, les mecs sont en train de monter, on est coincé sur le balcon, quoi. Donc, prise au piège et il faut à nouveau se planquer, essayer de se faire le moins visible possible. En regardant autour de moi, je vois une silhouette qui sort des escaliers pour monter. Et il était armé. S'il vient pour nous tuer, c'est la mort, donc on est assis, on reste assis. J'espère juste qu'il va pas se retourner. Je vois un jeune gars en survêt noir qui monte les escaliers et qui a une mitraillette, quoi, et qui regarde pas dans ma direction, donc en fait il ne me voit pas. Il s'est retourné, il nous a mis en joue. Ça a duré au moins une bonne, voire 2 bonnes secondes qui sont très très longues. Et il s'est arrêté, il a baissé son arme, il a dit « venez ». À ce moment précis, Nicolas et Émilie sont cachés dans la loge. Victor, Stéphane et Marie sont pris en otage par 2 terroristes. Sébastien et David tentent de fuir par les fenêtres, suspendus dans le vide. Je regarde la fenêtre, je me dis bon bah c'est le seul endroit où je peux aller en fait. Et je me dis peut-être que je vais pouvoir monter sur le toit. David n'a jamais oublié que cette nuit-là, il avait rêvé de devenir oiseau pour s'envoler par la fenêtre, loin de cette cage mortelle. J'essaye de monter. À bout de bras, j'essaie de monter et je n'y arrive pas. J'y arrive pas. Je me retrouve coincé à ce niveau-là. Il y a un mec qui me rejoint. Sébastien. Il me dit t'inquiète pas. Il me demande mon prénom déjà. Il me dit t'inquiète pas Seb. Quand on sortira de là, on se boira une bière tous les deux et tout va bien se passer. Et il me dit ça. Et au moment où je dis ça, je regarde en dessous de moi et je vois une espèce de foule qui sort en fait du Bataclan et des coups de feu qui s'en suivent. On entend une femme crier, elle est en dessous de nous, et elle nous implore de l'aider, parce qu'elle est enceinte, elle n'arrive plus à se tenir, elle est au bord de la fenêtre, et en fait elle est juste en dessous de nous. Monsieur, À ce moment-là, je suis accroché plus haut qu'elle, dans les bouches d'aération qui sont proches du toit. Et elle est en contrebas sur le rebord de la fenêtre. Et lorsqu'elle dit qu'elle va lâcher, qu'elle ne veut pas mourir, quand je vois ses doigts glisser du rebord de la fenêtre, je voyais aucune autre solution que de la ramener dans le Bataclan. J'y tends mon bras droit. Et à ce moment-là, je me dis que il va se désosser, quoi, parce que c'était son seul appui finalement. Et je me dis que elle a une chance sur 2 de glisser, parce que j'ai jamais fait ça, quoi. Je suis pas un sauveteur. Et elle finit par s'agripper à une main sur le biceps et une main sur le poignet. J'hallucinais la force qu'elle avait, quoi, pour arriver à pas lâcher. Et voilà, c'est comme ça que j'ai sauvé cette femme-là qui aujourd'hui est une bonne amie, une très très bonne amie. Un peu une sœur de cœur d'ailleurs. Et je me dis, ok, si c'est la fin, j'ai envie de me réincarner, je me dis, pourquoi pas devenir un aigle, pourquoi pas devenir un faucon, un truc qui vole, comme ça je suis libre et je peux, en quelque sorte, je pourrais m'envoler de cet endroit. À côté de moi, j'ai David qui, lui, reste sur le mur en se disant qu'il va peut-être lui pousser des ailes pour sortir. C'est à ce moment-là où Ismaël Mostefaï se pointe à la fenêtre où on était et nous dit faites pas les marioles, descendez de là, faites ce qu'on vous dit. Et il me dit fais pas le héros, je viens de tuer 100 personnes, tu feras pas la différence. Et moi je me dis voilà, je retraverse la porte, je retourne au balcon et je m'assois avec les autres. Regroupés au balcon, David, Sébastien, Victor, Stéphane et Marie font face à 2 terroristes. Le 3e se tient plus bas sur la scène. Émilie et Nicolas espèrent de leur côté être en sécurité, cachés dans leur loge. Dans cette pièce-là, on est en sursis. Je suis très conscient de ça. On entend ce qui se passe derrière, la porte. On entend que ça tire toujours. On entend les cris. Donc, c'est pas l'enfer, mais c'est le purgatoire. Dans cette loge, on est des dizaines.
vraiment des dizaines. On est les uns sur les autres. Nicolas me dit, ils sont en train de sortir par là-bas. Et là, je vois un trou dans le faux plafond, un beau trou noir, un peu comme dans les dessins animés. Et des gens qui montent sur les chiottes, puis qui sont en train de se faire la courte échelle, et qui passent dans le trou. Je me fiche de savoir ce qu'il y a de l'autre côté à ce moment-là. Je veux juste passer par le trou. Comme tout le monde, je prends appui sur les toilettes, sur la chasse d'eau. J'essaye, j'y arrive pas. Au bout de 2 tentatives, je m'arrête et je dis non, c'est bon, ça suffit. Je vais tous nous tuer, en fait. Je nous ralentis. Laissez-moi ici, c'est pas grave. Moi, je reste là, c'est pas un souci. Je l'engueule pas, je lui gueule pas dessus, je lui dis je vais y arriver. Et il y a le gars qui est à côté de nous qui aide à grimper, qui l'encourage aussi. Non mais vas-y, tu vas y arriver, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Et donc on recommence. Là, je casse la chasse d'eau quand je monte dessus, bien sûr. J'inonde tout. Et au bout d'un moment, je me retrouve, en fait, je la pousse comme ça, et je me retrouve avec son pied dans la tronche, comme ça, sur les lunettes, en train d'essayer de pousser. Et puis on y arrive, Lily passe. Lily, elle passe, elle arrive à passer. Soulagement. On est pris au piège, mais en même temps, on se sent plus en sécurité. Visiblement, on est sous les toits. Je vois pas d'issue autour de moi. Je sais juste qu'on est probablement dans un local technique qui est sous les toits. On entend aussi énormément ce qui se passe en dessous. Il n'y a pas de barrière sonore. C'est-à-dire que on entend les coups de feu, on entend les hurlements, on entend les agonies. On entend des gens qui meurent, en fait. Il est 21h57. David, Sébastien, Marie, Stéphane et Victor sont les prisonniers de Mostefai et de Mohamed Agad, 2 jeunes Français radicalisés. La mort est pour eux un plaisir. Au moment où je m'assois, je vois un deuxième homme, en fait un deuxième terroriste, qui invective les gens dans la fosse et qui dit « celui qui bouge, je le tue ». Et quand il le dit, il y a un coup de feu qui s'ensuit. Donc en fait, le mec vient de tirer, il se marre et il dit « je t'avais dit de pas bouger ». À ce moment-là, ils sont 2. Et le 3e est sur la scène encore. Et là, il commence à nous expliquer pourquoi il est là. On est l'État islamique, on est là pour venger nos familles en Syrie. C'est grâce à votre président, vous le remercierez. Et en gros, on est venu faire ici, à Paris, ce que lui est en train de faire en Syrie. Et pendant ce temps-là, l'autre terroriste continue d'abattre des gens, continue de s'amuser, en fait. En tirant sur des personnes en bas et en les tuant. Le chaos est total dans Paris. Policiers et secouristes sont affairés à secourir les victimes des terrasses attaquées. 10 minutes se sont écoulées depuis le début de l'attaque et les spectateurs du Bataclan sont pris au piège. Alertés par radio peu avant 22h, 2 policiers de la brigade anticriminalité arrivent enfin au Bataclan. Un commissaire divisionnaire et son brigadier. Ils ne sont pas équipés pour faire face à des armes de guerre et pourtant, ils décident d'agir. Il est 21h59. Le commissaire que l'on voit sur ces images racontera « Vu l'urgence de porter assistance aux personnes restées à l'intérieur, nous pénétrons dans la salle illuminée. Plusieurs centaines de personnes étaient couchées au sol. Nous ne savions pas si elles étaient vivantes ou mortes. » Ils n'ont pas peur d'y aller, ils sont tout seuls. Ils rentrent dans le Bataclan et ils vont prendre tous les risques. Et en fait, c'est eux qui vont stopper la fusillade. Arrivés au niveau du bar, les policiers aperçoivent Sami Amimour, debout sur la scène, à une vingtaine de mètres. Il braque sa Kalachnikov. Ils font feu avec leurs armes de poing à 6 reprises. Il est 22h07. On entend quelqu'un en bas qui crie « Dégage, dégage !» suivi de
3 coups de feu. Et nous, on comprend pas, on voit pas, on ne fait qu'entendre. Ce qu'on sait, c'est que vraisemblablement, ils l'ont touché et que l'individu, avant de mourir, a encore le réflexe de le faire sauter. Tout d'un coup, on entend une explosion. Et je vois comme des confettis dans les airs. Un peu comme ce qu'il y a à la fin des concerts, des petits confettis de couleur. Et je vois ça, je me dis, mais c'est bizarre. Je vois qu'Arnaud a un bout de chair dans les cheveux. C'est vraiment un bout de chair, quoi. C'est quelque chose de mou. Ce que mon cerveau refuse de voir, c'est que ces confettis n'en sont pas. Ce sont des morceaux de chair, du sang, en fait, qui sont projetés et amplifiés par la lumière de la salle. Les 2 terroristes qui sont avec nous semblent plutôt satisfaits. Ils disent que le 3e larron est mort en martyr, qui doit être content, etc. Et à partir de ce moment-là, assez rapidement, ils nous disent qu'on va changer d'endroit. Et ils montent du doigt le couloir. Et il dit, vous allez là-bas. Le fait d'entrer et de neutraliser le premier terroriste qui se trouve encore dans la fosse va stopper les autres. Et c'est à ce moment-là que la prise d'otage va commencer. Après l'intervention du commissaire, Mohamed Agad et Mostefaï regroupent leurs 12 otages et les poussent vers le fond du balcon, dans un couloir fermé par une porte. Un piège, large d'1,50 m sur une petite dizaine de mètres. Donc on est une douzaine et ils nous disposent 3 derrière chacune des 2 fenêtres du couloir, de manière à ce qu'ils soient protégés aussi des snipers dont ils pensent qu'ils vont venir sur les toits de l'immeuble qui est en face. Ils nous désignent effectivement, Caro, Greg et moi, pour faire un peu le guet à la porte. On tend l'oreille, mais on colle même l'oreille à la porte, quoi, en fait, pour guetter le moindre bruit qui viendrait du balcon. Donc je me retrouve face à la fenêtre. À côté de moi, il y a l'homme chauve, qui en fait est Stéphane. À ma droite, il y a un gars qui est un peu plus grand que moi. Et à ma gauche, il y a un gars qui est un petit peu plus petit que moi et qui s'appelle David. Et j'ai envie de me rapprocher de lui et qu'on renoue, entre guillemets, des liens qui sont humains. On se connaît pas, on ne s'est jamais vu. David, il me prend la main et il me dit, ça va aller. Et pour moi, ça va aller, quand je lui attrape la main. Je lui dis, c'est bon, ça va aller. J'en suis sûr, ça va aller. On va sortir de là. Et il brise un carreau avec son arme et il tire dehors. Le plus petit des 2 terroristes, il continue de tirer par la fenêtre, quoi. Il tire. Et à un moment, il s'esclaffe, il dit « Ah, j'en ai tué un, il était au téléphone, il a cru quoi ?» On voit pas vraiment comment, d'un point de vue technique et opérationnel, comment les policiers peuvent arriver à nous délivrer sans faire des dégâts parmi les otages. À ce moment-là, je m'étais fait à l'idée de me prendre une balle de la police et je me suis dit, bon, au pire, si c'est une balle de la police, c'est pas grave. Un jeu mortel pour les kamikazes islamistes qui visent aussi bien les habitants des appartements voisins que les policiers de la BAC qui ripostent au fusil à pompe. Je sais pas si c'est le stress ou... je pense que c'est une réaction au stress, mais donc du coup, je rigole. Enfin, je rigole pas à gorge déployée, mais j'ai un petit rire. Tout d'un coup, il pouffe de rire. Et là, on se dit, mais il est complètement malade, quoi. Mais à ce moment-là, je me dis, mais le mec, il est suicidaire. Comme j'ai le pétard en tête, je me dis, bon, le mélange de pétard et de stress ultime, ça doit pas être terrible, effectivement, pour les nerfs. Donc voilà, je me dis, bon, super. Et du coup, il me regarde comme ça, de haut, en me disant, tu rigoles, toi? Tiens, sors du rang. Tu te mets là, devant les escaliers. Et là, je me mets de dos. Il le met en joue et il tire. Et là, je vois juste la mèche de cheveux comme ça qui volette. Et je fais... Oh, parce que moi, je m'attends à voir le cerveau qui éclate, quoi. Donc... Je me retourne et il me regarde, il me fait la prochaine fois que tu rigoles, je te jette par la fenêtre. Pas passer loin, celle-là. 22h15, les premiers policiers de la BRI se déploient devant le Bataclan. Gilets, casque à visière, 35 kilos d'équipement. Une unité d'élite
Créé initialement pour lutter contre les braquages, mais aujourd'hui spécialisé contre les prises d'otages. C'est le chaos autour de nous. On a des policiers, on a des pompiers, et il faut essayer d'organiser tout ça. Et moi, mon premier boulot, ça va être de monter un poste de commandement. Aux abords du café Le Baromètre, qui abrite déjà un hôpital de fortune, la police établit donc son poste de commandement. Personne ne sait encore où sont les terroristes et combien ils sont. La crainte est qu'ils aient disposé des explosifs dans tout le bâtiment. À 22h30, la première équipe de la BRI pénètre dans le Bataclan. Devant eux gisent plusieurs centaines de corps enchevêtrés. Pas de cris, les blessés osent à peine respirer. Il faut faire le tri entre les vivants et les morts, avec la crainte de tomber sur un corps piégé d'explosifs. Je vais très rapidement rentrer dans le Bataclan, et je me suis même surpris à enjamber des gens, des cadavres, sans savoir que c'était des cadavres. Mais je les ai enjambés comme si c'était des morceaux de bois, ne pensant uniquement qu'à ma mission, et ma mission c'était récupérer les otages et neutraliser ces terroristes. 45 minutes pour sécuriser la fosse, puis les deux colonnes de la BRI arrivent au balcon. Une par la gauche, l'autre par la droite. Face à la porte du couloir gauche, la colonne est stoppée par des cris. On a sécurisé dans un premier temps le rez-de-chaussée, on a fait l'évacuation, on a sécurisé le premier étage, le balcon, et c'est là qu'on a eu un premier contact verbal avec les preneurs d'otages. Ils nous demandent de gueuler, on a des gilets explosifs, on va se faire péter, si vous avancez, on se fait péter, on va tous les tuer, quoi. Ah bah oui, moi il me demande de crier, je crie. Hein. Il a une arme avec des ciseaux explosifs. Moi j'ai crié de toutes mes forces, tout ce que je pouvais, encore plus que mes concerts de rock les plus déjantés. Et je me disais, mais comment ils vont pouvoir rentrer, quoi? Le couloir, il est tout petit, on est au milieu, les terroristes sont au milieu de nous. Donc, c'est juste infaisable. Donc, comment ils vont faire? La négociation est obligatoire. D'abord parce que c'est une négociation qui va être opérationnelle, qui va nous permettre de prendre contact, de gagner du temps, de pouvoir s'organiser. Et on sait très bien qu'au vu de ce qui s'est passé, il y a peu de chances que ces terroristes se rendent. À 23h27, le négociateur en chef de la BRI entre en contact avec les preneurs d'otages qui se présentent comme des soldats du califat. Dès le deuxième appel, le négociateur informe ses chefs. Il ne pense pas obtenir de reddition. On se rend assez vite compte qu'en fait, ils sont complètement largués. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. C'est des baltringues, quoi. Donc, ils sont là, mais ils naviguent à vue. Le terroriste dit qu'il exige une lettre signée de François Hollande, comme quoi il retire les militaires français du théâtre d'opération en Syrie et en Irak. Et là, on se dit, bon, bah, on est vraiment dans la merde, parce qu'il n'y a aucune chance que ça se produise. Et je vois, effectivement, que celui qui est le plus proche de moi, il a dans la main un petit cylindre métallique et un petit bouton poussoir, mais un truc qu'on pourrait fabriquer en cours de techno, quoi. Vraiment un truc tout con, quoi. Et je vois distinctement les fils qui partent de ce cylindre et qui remontent dans la manche de son sweatshirt. Et là, je me dis, ouais, ok, c'est pas du bluff. Les hommes de la BRI savent ce qui les attend. Ils ont déjà analysé les débris de la bombe du premier kamikaze. Un détonateur, 2 fils électriques et du TATP, du peroxyde d'acétone, empli de boulons et de billes de métal. Un mélange surnommé la mer de Satan. On est allé voir le préfet de police, et quand on lui a dit qu'on allait passer à l'assaut, je me souviens du préfet qui disait est-ce que vous pensez que ça va bien se passer? Non, monsieur, ça va pas bien se passer. Il faut vous attendre à ce qu'il y ait quand même des dégâts collatéraux importants chez les otages et chez les policiers. Laissez vos visières, il y a une ceinture d'extrait, ok? Vous faites attention, si ça pète. Les colonnes de la BRI sont en position, prêtes à l'assaut. À minuit 18, le négociateur passe un dernier appel aux deux terroristes. Un appel de diversion, car l'ordre de l'attaque a déjà été donné. Il y a un coup qui est donné sur la porte et un coup de feu qui traverse la porte. Un tir pour surprendre, un tir pour désarçonner.
Et là, il y a un mouvement de panique. Nous, tous les otages, on se met à gueuler, rentrez pas, ils vont se faire exploser. Bam, un coup est donné sur la porte, mais un truc de dingue, quoi. Ça fait un bruit assourdissant. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont quand même pas en train d'essayer de rentrer. S'ils font ça, c'est foutu. La balle traverse la porte et fait peur aux terroristes. Donc à ce moment-là, il y a un mouvement de panique chez eux, chez le terroriste. Il se met un peu à l'abri et le temps qu'il ait ce mouvement-là, la porte se fait défoncer et on voit des flics débarquer armés jusqu'aux dents. Et on va rentrer avec le bouclier. La porte défoncée, les policiers de la BRI, abrités derrière un bouclier, progressent en file indienne dans les 3 couloirs où les otages sont prisonniers. On est immédiatement pris sous un tir nourri des terroristes. Je vois le plus petit des 2 terreaux qui prend sa calache et qui tire en direction de la porte. Et il vide sa calache complètement. En gros, il a déchargé ses balles sur les flics pendant que nous, on était entre 2 feux, quoi. Le bouclier continue d'avancer, il avance. Le terroriste tire, il tire quelque chose comme 27 ou 28 balles. Il a pris quasiment une trentaine d'impacts. Il va nous sauver la vie. Le bouclier Ramsès est désormais exposé comme une relique dans les locaux de la BRI. 27 balles de calibre 7,62 se sont écrasées sur son revêtement en Kevlar. Un bouclier de 100 kg qui a protégé les hommes de la BRI des rafales des soldats du califat. Il est hors de question de tirer dans tous les sens. Donc on va essayer d'avoir un tir très précis, un tir pour repousser. On va essayer de masquer notre progression par des écrans de fumée, ce genre de choses. On se donne tous les moyens. Une demi-douzaine de grenades aveuglantes masquent la progression des hommes. Il y a des grenades aveuglantes et assourdissantes qui sont lancées dans le couloir. Il y en a 5 ou 6. Ça explose dans tous les sens. Et je vois à peine, j'entends à peine. On progresse et on va perdre ce bouclier. Le plus petit des 2 terroristes qui m'attrape par la manche et qui me dit « Toi, tu viens avec moi » et il m'emmène au bout du couloir en me braquant. Dans la mêlée, le bouclier est tombé au sol. Les hommes de la BRI avancent maintenant sans protection. Au milieu de la fumée, le policier en tête de colonne repère Mostefaï légèrement décalé dans le couloir. Instantanément, il ajuste le terroriste de son arme de poing, un Glock. Et là, on a le policier qui est tout devant, et dans la fumée, va le repérer et va lui tirer dessus. 2 coups qui touchent, Mostefaï s'effondre. L'individu va vraisemblablement être touché. Il cherche un câble, il cherche un truc. Il se touche les poches, il cherche quelque chose. Et en fait, il met la main sur un truc, et là, j'ai plus l'image d'après. J'étais par terre, je me suis retrouvé en l'air. Et j'ai eu une énorme chance, comme tout le monde, en fait, ce soir-là, que la ceinture d'explosifs ait été projetée contre le plafond et non pas autour de Mostefaï, quoi. L'explosion épargne les otages, mais souffle et crible d'éclats le 2e terroriste, Mohamed Agad. On se rend compte que ce deuxième terroriste, il est vivant, mais le blast lui a fait tourner son gilet et lui a mis l'allumage sur le côté, au niveau de la hanche, et en fait, il ne trouvera jamais ce bouton. Et donc, on le neutralise. 2 tirs mortels, stop Mohamed Agad qui cherchait à déclencher sa bombe. Et je sens une espèce de force, quelqu'un quoi, qui m'attrape par les cheveux et par la ceinture et qui me projette. Et en fait, je tombe à 4 pattes face à la porte et le bouclier. Et je vois des otages sous le bouclier. Le bouclier, quand il était tombé, il fallait bien que les policiers continuent à progresser. Donc, ils ont dû marcher sur le bouclier. Et il est évident qu'il y a des gens qui étaient encore en dessous le bouclier. Mais moi, je veux pas la laisser là. Et je me dis, on est un groupe, il faut qu'on sorte ensemble. Et je me refuse à cette idée de la laisser là. Et je soulève le bouclier, qui pèse entre 150 et 200 kilos. Le bouclier est couché sur Caroline, l'une des otages.
David déchaîné soulève les 100 kilos qui retiennent prisonnière son amie. Depuis, les otages du couloir ont baptisé David l'incroyable Hulk. Et je sors du couloir avec elle sur l'épaule, quoi. Et en sortant du couloir, je me dis, voilà, je suis en vie. Voilà, putain, je suis en vie. L'assaut en lui-même, je crois qu'il a duré 1 minute 30, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais c'est 1 minute 30 quand même, c'est 1 minute 30 d'enfer. Le premier policier me dit allez, on s'arrête pas, on va dehors, on sort, c'est par là, c'est par là. En fait, ils sont un peu placés là, un peu comme des phares dans la mer, quoi, quelque part. Des balises à suivre. Donc on les suit et moi, on me fouille pas, on me dit rien, et donc je descends l'escalier. Bah, des corps partout, du sang partout. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la fosse d'une salle de spectacle, quoi. Un champ de bataille. Moi, j'appelle ça la colline. La colline, parce que ça fait comme un amoncellement, effectivement, de corps au milieu de la fosse. C'est saisissant. J'ai été un des premiers à descendre dans la fosse. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que ça sonnait dans tous les sens. Et je me suis approché, je regardais les téléphones et je voyais des messages qui s'affichaient de téléphones comme maman, papa, enfin des messages d'amis. Et ça m'a fortement troublé parce que je me suis dit, bon, ces gens-là, ils appellent et ils appellent pour rien parce que ces pauvres gens, ben, ils sont morts, ils pourront plus jamais leur parler. En sortant de la salle, un des policiers de la BRI lâchera ces terribles mots. J'ai vu l'enfer de Dante. Il y a des policiers partout, des ambulances dans tous les sens, ça crie, voilà, c'est très dense ce moment-là où il y a plein de gens partout et tout le monde est un peu hagard finalement. Assaut victorieux pour les hommes de la BRI. Un miracle, les otages sont tous sains et saufs. Mais l'évacuation n'est pas terminée. Des dizaines de survivants, de blessés sortent de la salle. Il en vient de partout. Il faut les fouiller, il faut les soigner, il faut les évacuer. En fait, l'assaut n'est pas fini. Il faut retrouver des otages qui sont cachés. D'ailleurs, on va en retrouver plein d'autres qui sont cachés dans les toits, dans d'autres pièces. On va en sortir, je ne sais pas combien, je crois à peu près encore une centaine quasiment, qui sont encore cachés dans des plafonds, dans des sous-plafonds, ce genre de choses. Et là, on voit une trappe qui se soulève très légèrement avec une lumière. Les points rouges, des fusils qui se baladent. Et on est là, on dit, ben on est des otages. Non, on n'est pas des otages, on est des gentils. Il n'y a pas de méchants, on est des gentils. Et à ce moment-là, on sait que notre soirée, elle n'est pas finie. Qu'on va devoir descendre. Et qu'il n'y a pas 36 façons de sortir du Bataclan. Il faut passer par le merdier. Et Lily qui est en train de descendre la deuxième rangée d'échelons. Il y a un gars de la BRI qui essaye de la prévenir, mais trop tard, et elle met les mains sur... Et là, je me rends compte que j'ai mis la main dans de la chair humaine. Parce qu'il était trop tard. Je comprends tout de suite ce que c'est. Je fais le lien avec les sons que j'ai entendus plus tôt. Je sais qu'il y a un gars qui s'est fait péter. Et on arrive au niveau du bar. Et là, je vois une jeune fille, blonde. Elle était jeune, 20-25 ans. Dans mon esprit, elle a les yeux fermés et elle semble pas avoir souffert. Elle dormait. Pour moi, elle dormait. Et c'est ce visage que je revois à chaque fois, de cette jeune femme. Il y a ces odeurs en plus de sang, de poudre qui reste, c'est infernal. On n'a qu'une envie, c'est d'en sortir pour prendre l'air. Et donc on arrive donc à la sortie du Bataclan. Il y a toujours ces policiers partout. Et là, on prend l'air. L'air parisien n'a jamais senti aussi bon. C'est le retour d'un voyage vers l'enfer. On se cherche, on se retrouve, on s'embrasse. Mais cette nuit du 13 novembre au Bataclan, 90 personnes ont perdu la vie. Et au moment où je sors dans la rue, je tombe sur des caméras, Messieurs, allez, vous êtes
et une espèce de rangée d'hommes en noir, en costard, et au milieu, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ils sortent, voilà, je vois David. Et elle me dit, d'un air un peu ému, quoi, choqué, « Comment vous allez ?» Et je lui ai dit hyper froidement, bah, pas terrible, il me semble. Les seuls mots qui ont pu sortir de ma bouche, à ce moment-là, c'est peut-être stupide, mais je pense qu'on se raccroche tous, oui, à des petites choses qui peuvent paraître des banalités, mais qui, c'est vrai, dans un moment comme celui-là, ne sont pas des banalités, c'est « Comment allez-vous » Et elle me dit « Mais vous étiez où ?» Et je lui ai dit « J'étais avec les terroristes. » Et en fait, Anne Hidalgo, ce soir-là, est la première personne à me demander comment je vais. C'était la seule chose à la fois que je pouvais dire, mais aussi une rencontre qui fait que c'est une rencontre qui reste dans mon cœur. Et chaque fois que je le vois, j'ai le même sentiment d'avoir affaire à un de mes enfants. Voilà. Et à me dire, il est là, il est vivant. Et c'est bien la preuve que les autres ont perdu. Alva Berglund, 23 ans. Dans la cour des Invalides, un hommage solennel est rendu aux 130 victimes des attentats du 13 novembre revendiqués par l'État islamique. Une longue litanie de noms est égrenée. Maxime Bouffard, 26 ans. Un émouvant chapelet de vies brisées. Quentin Boulanger, 29 ans. Ce 27 novembre, dans la cour des Invalides, les noms de toutes les victimes sont lus par ordre alphabétique. Et là, moi, je vois évidemment très bien arriver le moment où ils doivent prononcer mon nom. Et ils ne le prononcent pas. Et en fait, à ce moment-là, je comprends que je suis vivant et que je ne fais pas partie des morts. Et ça a été vraiment le début du deuil, en fait. Where have you gone again, my sweet? Everybody. C'est un requiem que chante David. Long Slow Goodbye. Un message d'amour aux disparus et aux survivants. Et finalement, est-ce qu'on a volé mon âme ce soir-là? 5 ans après, je me rends compte que non. Que mon âme, c'est l'âme d'un jeune rocker parisien qui lâchera jamais l'affaire, qui se battra toujours et qui fera toujours en sorte que l'humain demeure, en fait. David, Arthur, Marie, Stéphane, Sébastien, Victor, Nicolas et Émilie, des survivants, mais aussi des victimes, une nouvelle famille. Ensemble, ils ont été pris au piège, ensemble, ils sont restés debout. Et je pense que ça vaut pour moi et pour l'ensemble des otages. Notre humanité initiale, notre groupe humain face à ces deux terroristes, ne nous a jamais quittés. Et ça continue aujourd'hui d'être le cas. On continue d'être des humains forts, beaux, face à l'adversité et soudés. Donc non, ce soir-là, personne ne m'a volé mon âme.